Alors, rentrons un peu plus en détail dans ce qu'on va appeler la dimension d'un espace vectoriel. Donc, je vous rappelle qu'on a démontré on a défini un espace vectoriel de dimension finie comme un espace qui avait une famille génératrice finie. Maintenant, l'objectif de ce chapitre-là, c'est de répondre déjà à quelques questions, l'existence de bases en dimension finie, et d'essayer d'approcher un peu mieux ce qu'on va appeler la dimension d'un espace vectoriel. Alors pour ça, on va voir dans ce paragraphe-là deux résultats techniques qu'on va beaucoup utiliser, qui sont respectivement appelés lemme d'augmentation d'une famille libre, que je viens de citer ici, et lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Donc, je vais commencer par discuter de ce lemme et le démontrer. Donc je me place dans un espace vectoriel qui n'est pas réduit à 0 de E. Alors, on n'étudiera pas les espaces vectoriels réduits à 0 de E sous l'angle du cours, ils n'ont pas d'intérêt particulier. Donc dans un espace vectoriel qui n'est pas trivial, si je prends une famille libre et si je prends un vecteur y qui n'est pas combinaison linéaire des vecteurs de cette famille libre, alors en ajoutant ce vecteur-là, j'obtiens une famille libre. Bon, c'est un résultat qui est somme toute assez intuitif, hein. Imaginez que vous êtes dans le plan ici, donc vous avez deux vecteurs qui engendrent le plan. Si je prends un vecteur qui n'est pas dans le plan, c'est-à-dire qui n'est pas combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, on voit bien que la famille qu'on va former, elle sera probablement libre. Donc ce résultat-là est somme toute assez naturel géométriquement. Alors évidemment, ce qui est naturel géométriquement n'est pas encore démontré. Là, il nous faut démontrer ce résultat. Allez, c'est parti. Démonstration. Alors ça va nous faire retravailler activement sur la définition d'une famille libre, ce qui n'est pas un mal. Et aussi sur la façon dont on pose un problème. Donc mon hypothèse, c'est d'une part que la famille S est libre et d'autre part que Y n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là. Et l'objectif, c'est là-dessus que je vais me concentrer, comme d'habitude, c'est de montrer que cette famille est libre. On se concentre sur l'objectif. Là, j'en vois déjà qu'ils sont en train de traduire les hypothèses dont je me fous comme de l'an 40. Et croyez-moi, l'an 40, je m'en fous réellement, hein. Donc, ça veut dire quoi? Montrer que cette famille est libre. Quelle tactique j'utilise pour montrer que cette famille est libre? Et vous verrez que les hypothèses, elles vont arriver dans le champ de recherche directement. Donc une famille est libre si, quand je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, alors tous les scalaires de cette combinaison linéaire sont nuls. Donc on va se donner immédiatement des scalaires que je vais appeler alpha 1, alpha p pour les associer au vecteur V1, Vp, et bêta, donc des scalaires, c'est des éléments dans K, donc pas n'importe quel scalaire, hein, tel que la combinaison linéaire alpha 1, V1 plus alpha p Vp plus bêta y soit égal au vecteur nul de E. Alors notre objectif, ne l'oublions pas, c'est de montrer que tous ces scalaires-là sont nuls. Alors évidemment, là maintenant qu'on a posé le problème, l'hypothèse va prendre tout son sens. L'hypothèse, c'est d'essayer de se débarrasser de bêta, puisque si on arrive à se débarrasser de bêta, on pourra utiliser le fait que la famille V1, Vp est libre. Donc vous voyez, là maintenant les hypothèses, je vais essayer de les faire parler, mais c'est seulement maintenant. Donc là, je vais faire parler bêta. L'objectif, c'est de montrer que bêta est nul. Et pour ça, je vais me servir de l'hypothèse qui est ici. Alors, je vais dire, supposons que bêta n'est pas nul, pour pouvoir justement exploiter cette hypothèse, c'est-à-dire isoler y, et voir ce que je peux faire avec lui. Donc, je vais tout de suite isoler y, et je vais dire que, en fait, bêta y est égal à alpha v1 plus, etc., alpha pvp. Et tout de suite dire que si bêta est différent de 0, alors dans ce cas-là, je peux multiplier cette relation. Alors par contre, il y a un moins ici comme facteur. Je peux multiplier cette relation par 1 sur bêta. Donc on va récupérer que y va être égal à moins alpha 1 sur bêta v1 plus etc. Moins alpha p. Alors j'aurais plutôt dû mettre des moins que des plus. Donc moins alpha p sur bêta vp. Et ça, c'est dans l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de V1 jusqu'à Vp. Donc supposer que bêta est différent de 0 conduit à une contradiction, puisqu'on vient bien de démontrer que y est combinaison linéaire des vecteurs Bp. Donc, si on arrive à une absurdité ou à une contradiction, vous l'appelez comme vous voulez, donc on récupère, puisque cette information est absurde, bêta est donc égal à 0. Mais si bêta est égal à 0, la relation de départ devient. Donc la relation de départ étoile devient quoi?
eh bien, elle devient alpha 1 V1 plus etc. plus alpha P VP est égal au vecteur nul de E. Et là, qu'est-ce qui arrive tout naturellement? Qu'est-ce qui tombe tout naturellement, sans forcer la nature? La deuxième hypothèse, c'est-à-dire le fait que la famille V1 VP est une famille libre. Donc, on récupère que comme la famille, elle s'appelle S est libre, eh bien, on récupère directement que alpha 1 est égal à alpha P est égal à 0. Bilan, l'objectif c'était de démontrer que bêta et les alpha i étaient nuls. On a réussi à montrer que bêta et que les alpha i sont nuls. Donc on a bien réussi à démontrer que la famille qui est formée des vecteurs vi et du vecteur y est une famille libre de vecteurs de E. Et c'est gagné. Donc là vous avez vu le timing des hypothèses. Vous voyez, la première hypothèse a été utilisée ici. C'est l'hypothèse qui est là. Et la seconde hypothèse, je l'ai utilisée à ce moment-là. Donc on voit bien que le point de départ, ça n'est clairement pas les hypothèses. Le point de départ, c'est se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. D'autant plus que là, on a l'information, c'est montrer que cette famille est une famille libre. Donc là encore, j'en vois, en corrigeant vos copies, j'en vois qui ne se concentrent pas suffisamment sur ce qu'ils doivent démontrer, qui traduisent les hypothèses et qui espèrent pouvoir faire tomber directement le résultat en traduisant les hypothèses. Je le répète, cette tactique est complètement vouée à l'échec. Passons au lemme de retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Vous allez voir que je ne vais pas citer le résultat exactement de la façon dont je l'ai cité dans mon cours, ce qui n'est pas très grave, c'est une version équivalente. J'ai juste donné un nom à l'espace vectoriel que je considérais. Donc je me passe dans un cas espace vectoriel E, je suppose que j'ai des vecteurs de E qui sont générateurs de l'espace vectoriel F. Ces vecteurs, je les ai appelés V1, Vn, Vn plus 1. Je suppose que l'un de ces vecteurs, j'ai pris le dernier, mais ça pourrait être n'importe lequel de ces vecteurs, s'exprime comme combinaison linéaire des autres. Attention, des autres, je suppose que Vn plus 1 s'exprime comme combinaison linéaire des autres vecteurs de cette famille génératrice. Alors je peux le supprimer de la famille génératrice. C'est-à-dire que l'espace vectoriel que j'obtiens par combinaison linéaire de ces vecteurs-là est le même que l'espace vectoriel que j'obtiens par combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc c'est une version complètement équivalente, la seule différence c'est que j'ai donné un nom à l'espace vectoriel qui est ici. Bon, alors passons à la démonstration intéressante qui nous permet de retirer des fameux vecteurs inutiles. Donc démontrons ce résultat. Alors la démonstration, c'est évidemment progresser en algèbre linéaire, mais c'est aussi progresser en posant les problèmes. C'est aussi pour ça que je fais les démonstrations, c'est pour que ce soit un rituel, ça devienne un rituel lorsqu'on pose des problèmes. Alors on va tout de suite se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Ce qu'on doit démontrer, c'est que f est égal à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs v1, vn. Ce qu'on doit démontrer, c'est une égalité d'ensemble. Pour montrer une égalité d'ensemble, on sait qu'il suffit de démontrer deux inclusions. Donc on va raisonner par double inclusion. On verra dans le cours sur la dimension finie d'ailleurs qu'on aura une alternative au raisonnement par double inclusion. Vous allez voir qu'il va considérablement simplifier les choses. En attendant, raisonnons par double inclusion. On va montrer les deux inclusions pour montrer l'égalité entre les ensembles. Alors il y a toujours une inclusion qui est plus facile à démontrer. Je vais commencer par celle-ci. Clairement, pour démontrer que l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs est inclus dans f, il suffit de démontrer que les vecteurs générateurs sont dans f, puisque si les vecteurs générateurs sont dans f, eh bien dans ce cas-là, les combinaisons linéaires resteront dans f, puisque f est un sous-espace vectoriel. Donc on voit que cette inclusion-là, elle est évidemment plus facile. Donc la question, c'est est-ce que V1, V2, Vn sont des vecteurs de l'espace vectoriel engendré par V1, V2, Vn, Vn plus 1 ? Bon, on va démontrer ça rapidement. Donc je me donne un indice k qui est compris entre 1 et n. Et je dois savoir si le vecteur vk est dans l'espace vectoriel f, c'est-à-dire est-ce que le vecteur vk est combinaison linéaire de ces vecteurs. La réponse est clairement oui, puisque je peux dire que c'est 0 fois le vecteur v1, plus etc. plus une fois le vecteur vk, plus etc. plus 0 fois le vecteur vn, plus 0 fois le vecteur vn plus 1.
où les zéros ici sont des scalaires, et les vecteurs, évidemment, c'est V1, V2, etc., VK, Vn, Vn plus 1. Donc VK est bien combinaison linéaire des vecteurs de V1 jusqu'à Vn plus 1. Donc VK est bien un vecteur de f. Étant vecteur de f, eh bien, on peut dire que pour tout k compris entre 1 et n, VK appartient à f. Donc toutes les combinaisons linéaires des VK sont dans f. On obtient donc bien l'inclusion de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de V1 jusqu'à Vn dans f. Il ne nous reste plus qu'à prouver l'inclusion directe, où cette fois-ci, il est question de prendre un vecteur de f et de montrer que ce vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs qui sont ici. Donc, allez, c'est parti, on prend un vecteur de f. Alors pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire avec ce vecteur de f? Comme f, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de Vn plus 1 de V1 jusqu'à Vn plus 1, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc je vais dire qu'il existe des scalaires, il nous faut des scalaires pour écrire cette combinaison linéaire, donc des scalaires alpha 1, alpha n plus 1, et des scalaires, donc des éléments de k, tels que le vecteur, alors j'ai mis soit f, je lui donne un nom, soit x appartenant à f, tel que le vecteur x s'écrive alpha 1 v1 plus etc. alpha n vn plus alpha n plus 1 vn plus 1. Bon, alors l'objectif, c'est de montrer qu'il est combinaison linéaire de V1 et de Vn. Donc l'objectif, c'est de supprimer quelque part, ou plus exactement, de réécrire ce terme-là. Est-ce qu'on a les moyens de le réécrire? Bon, on va regarder l'hypothèse. L'hypothèse nous dit quoi? Nous donne une réécriture possible de l'élément Vn plus 1. Effectivement, quelle réécriture on a? On a que Vn plus 1 est dans l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, donc il s'écrit lui-même comme combinaison linéaire de ces vecteurs. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver des scalaires bêta 1, bêta n appartenant à k, tels que Vn plus 1 va s'écrire sous la forme B1 V1 plus etc. Bn Vn. Moralité, si je reporte cette information-là dans le problème, je vais récupérer que x va donc être égal à quoi? Je vais mettre tous les V1 ensemble. V1, qu'est-ce qu'il a comme scalaire? Il a comme scalaire alpha 1 et le scalaire que j'obtiens ici, c'est-à-dire bêta 1 alpha n plus 1. Donc ça, c'est le scalaire de V1, plus etc. Je vais regarder quel scalaire est associé à Vn. Il y a évidemment alpha n qui est ici, plus alpha n plus 1 fois Bn plus 1. Bêta n, fois le vecteur Vn. Les éléments qui sont ici, ce sont des nombres, ce sont des scalaires, ce sont des éléments de k. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que x est combinaison linéaire des vecteurs vi. On vient donc de démontrer que x appartient à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de V1 jusqu'à Vn. On a pris un vecteur x quelconque de f, on s'était engagé à montrer que ce vecteur x, pas un autre, celui qu'on a pris, celui-là, est dans l'espace vectoriel engendré par V1, Vn. On a réussi à le démontrer. Donc par double inclusion, on vient bien de démontrer que f est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, Vn. Voilà pour le retrait d'un vecteur inutile dans une famille génératrice. Le résultat qu'on va démontrer maintenant est un résultat essentiel dans la compréhension de la construction des bases lorsqu'on se place dans un espace vectoriel de dimension finie. C'est une version concrète, on va démontrer un théorème existentiel remarquable, mais ce théorème existentiel, on va le démontrer par le biais d'un algorithme. C'est-à-dire qu'on va montrer que l'on peut construire effectivement une base par un procédé algorithmique simple à partir d'une famille libre de vecteurs de E et à partir d'une famille, génératrice de E. Donc ici, on se donne une famille libre, formée de vecteurs de E, bien entendu, et une famille qui est génératrice de E, donc formée aussi par définition de vecteurs de E. L'objectif est de voir si on peut ajouter des vecteurs de cette famille aux vecteurs de S pour pouvoir obtenir une base de E, et si possible, de montrer que ce procédé est toujours possible. Alors comme tout algorithme, on va procéder à la phase d'initialisation, et on va commencer par dire que le premier pas, c'est que si cette famille libre est déjà génératrice de E, dans ce cas-là, on a une base de E et le procédé s'arrête. Donc si
si la famille S est déjà génératrice de E, on va dire déjà, c'est-à-dire si elle est déjà, oui, effectivement, déjà génératrice, et déjà génératrice de E, eh bien, le procédé s'arrête, c'est-à-dire qu'on aura une base de E qui est formée à partir de vecteurs de S, éventuellement complétés par des vecteurs de G. Donc, le procédé s'arrêtera de lui-même. Donc, on va passer maintenant à l'algorithme lui-même. Étape 1, qu'est-ce qui ne se passe si ce n'est pas le cas? Donc, première partie de l'algorithme, c'est sûrement l'une des parties les plus importantes puisqu'elle va nous permettre de comprendre le procédé. Donc, si on est dans le cas contraire, c'est-à-dire si S n'est pas génératrice de E. Si S n'est pas génératrice de E. Alors forcément, il y a l'un des vecteurs de cette famille qui ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des vecteurs de S. Ça, c'est obligatoire. Puisque si tous les vecteurs de cette famille s'écrivaient comme combinaison linéaire de F, alors la famille G serait dans l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs, donc cette famille-là serait nécessairement génératrice de E, puisqu'à partir du moment où un espace vectoriel contient une famille génératrice de E, l'espace vectoriel engendré est égal à E. Donc ça signifie qu'a priori, parmi ces vecteurs qui sont ici, il y a forcément un vecteur qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par V1, Vp. Donc là, on peut attester qu'il existe au moins un vecteur, hein, peut-être tous, hein, il existe au moins un vecteur. Alors je vais l'appeler WI1, c'est-à-dire pour un indice I1 qui est compris pour un indice I1 ici qui est compris entre 1 et Q, c'est-à-dire l'un des indices de ces vecteurs. Donc il existe au moins un vecteur VI1 de la famille G, donc tel que le vecteur WI1 n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par S. Puisque si c'était le cas, dans ce cas-là, S contiendrait, enfin l'espace vectoriel engendré par S contiendrait une famille génératrice de E, donc contiendrait E, donc serait égal à E. Moralité, on va pouvoir appliquer le lemme d'ajout d'un vecteur à une famille libre. Donc grâce au lemme, je vais l'appeler le lemme numéro 1. Donc grâce au lemme 1, c'est le lemme d'ajout d'un vecteur à une famille libre, pardon, grâce au lemme 1, le premier lemme que j'ai démontré, on obtient que la famille obtenue à partir de S en ajoutant le vecteur WI1, famille que je vais baptiser L1, eh bien cette famille-là est encore une famille libre. Fin de la première partie, on a construit une famille avec l'ajout d'un vecteur, et on va se poser la question traditionnelle, si cette famille est génératrice de E, on s'arrête. Donc si la famille L1 est génératrice de E, le procédé s'arrête. Génératrice de E, on s'arrête, on a bien obtenu une base qui était construite avec le cahier des charges qui est fixé par le résultat. Donc là, il n'y a pas ce T là. Donc ça, c'est interdit le jour des concours. Deuxième partie. Deuxième partie, donc la question c'est qu'est-ce qu'il se passe si la famille qui est ici n'est pas génératrice de E. Donc sinon, qu'est-ce qui se passe-t-il? Sinon, parmi les vecteurs qui restent dans la famille G, il y en a forcément encore l'un d'eux qui n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par L1. Pourquoi? Parce que si tous les vecteurs qui restent étaient dans l'espace vectoriel engendré par L1, pour les mêmes raisons, L1, enfin l'espace vectoriel engendré par L1 contiendrait une famille génératrice de E, et si vous contenez des vecteurs qui engendrent E, vous contenez E, et comme vous êtes contenu dans E, vous êtes E. Donc là, encore une fois, on va pouvoir dire, sinon, il existe donc un vecteur de G, mais qui n'est pas le vecteur qu'on a rajouté ici, hein, puisque celui-là a été pris en compte. Donc il existe un indice I2 qui appartient à l'indice 1Q, mais pas l'indice I1, puisque ce vecteur a déjà été sélectionné, donc tel que le vecteur WI2 n'appartient pas
à l'espace vectoriel engendré par L1. Je vais pouvoir appliquer le lemme 1, c'est-à-dire le lemme d'ajout d'un vecteur à une famille libre. Comme ce vecteur-là n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par L1, on récupère donc qu'en ajoutant ce vecteur à la famille, on obtient encore une famille libre. Donc je vais obtenir une famille L2, obtenue à partir de L1 en ajoutant le vecteur WI2, et j'atteste que cette famille est libre en vertu du premier lemme qu'on a démontré dans ce cours. Et là, on va poser la traditionnelle question, est-ce que cette famille est génératrice de E? Puisque si elle est famille génératrice de E, elle sera base, elle vérifiera bien le cahier des charges. Donc si L2 est génératrice de E, si L2 est génératrice de E, eh bien la conjonction des deux va nous donner que L2 est une base de E, puisqu'une base c'est une famille qui est libre et génératrice, et elle est bien construite selon le cahier des charges. Sinon, on rentre dans la troisième partie de la démonstration, que je ne vais pas faire, je vais juste la faire oralement, pour que vous compreniez le procédé. Troisième partie, donc ça c'est dans le cas où elle n'est pas génératrice. Donc on va recommencer, on va dire que parmi les vecteurs qui restent dans la famille G, il y en a forcément un qui n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par L2. Donc je vais choper l'indice de ce vecteur concerné, et comme il n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par L2, ben je vais construire une autre famille que je vais appeler L3 en rajoutant ce vecteur qui est libre. Et si cette famille est génératrice, alors on a une base, sinon on va continuer le procédé. Alors maintenant, quand vous définissez un algorithme comme ça, notamment en informatique, ce que vous faites, c'est que vous regardez si le procédé s'arrête, c'est-à-dire si l'algorithme se termine. Alors vous notez que les familles qu'on a construites ici de proche en proche, on est parti de S, on a récupéré L1, L1 c'est une famille qui contient S, puis on a construit L2, puis on a construit L3, et on avance comme ça au fur et à mesure. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure que vous construisez la famille L1, vous rajoutez des vecteurs de G, donc les vecteurs que l'on peut sélectionner dans G, ils s'épuisent. Ça veut donc dire qu'à partir d'un certain moment, qu'est-ce qu'il y aurait en bout de chaîne, quelque part? En bout de chaîne, il y aurait la famille LQ, où j'ai rajouté tous les vecteurs de G. Ça, c'est ce qui intervient en bout de chaîne. Alors, on est sûr que l'algorithme va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'au pire, on va arriver à la famille LQ. Je vous rappelle que LQ, ça serait quoi? La famille LQ, ça serait la famille S, auquel on a rajouté tous les vecteurs de la famille génératrice. À partir du moment où votre famille contient une famille génératrice, si elle est libre, ça sera automatiquement une base de notre espace vectoriel. Donc on est sûr qu'à un moment donné, on va tomber sur une base. Au pire, ça sera la dernière itération, mais on arrivera forcément sur une base. Donc on peut bien dire que l'algorithme se termine. Et donc par ce procédé-là, on est sûr d'obtenir une base de notre espace vectoriel. Voilà, on vient de démontrer ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète, dont on verra tout à l'heure une version un tout petit peu allégée. On va maintenant pouvoir répondre à la première question qu'on s'était posée. Vous vous rappelez, on avait dit dans un espace vectoriel qui a la propriété d'être de dimension finie, est-ce qu'on est capable de démontrer qu'il existe des bases? Ce qui est un théorème essentiel, puisque nous, on a vu que la plupart du temps, les calculs se passaient bien dans une base et les problèmes se résolvaient bien dans une base. Si un tel théorème existe, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourrait dire, je prends une base de E. Il existe une base de E parce qu'on est en dimension finie. Et en plus, on montrerait que ces bases ont un nombre fini de vecteurs. Bon, fini, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un. Donc un nombre fini de vecteurs. Donc ce théorème est un théorème qui est absolument essentiel dans les rouages de notre théorie. Un théorème qui nous permettra de dire, j'ai le droit de me donner une base de mon espace vectoriel. Et pourquoi? Parce que ça existe. Alors, démontrons ce résultat. Ce résultat, non seulement c'est un résultat existentiel intéressant, mais il va nous permettre aussi de comprendre comment les bases se construisent. Et on va voir que ces bases, elles sont quelque part au carrefour de deux types de familles, les familles libres et les familles génératrices. En gros, on va voir que les familles libres, elles n'ont pas assez de vecteurs, donc il va falloir les compléter. Et les familles génératrices, elles ont trop de vecteurs, donc il va falloir en enlever. Et au carrefour des deux, on va construire les bases. Ça va être l'idée. Bon, alors la démonstration. Donc j'ai dit que je travaillais dans des espaces vectoriels qui n'étaient pas réduits à 0, et ici ça va évidemment avoir son importance. Donc ça c'était ce que j'avais annoncé dès le départ dans notre espace vectoriel.
Et ça, c'est le point essentiel pour avoir la possibilité de construire au moins une famille libre. Donc, moi, comme l'objectif, c'est de construire une base, j'aimerais appliquer le théorème précédent. Il me faut une famille libre et il me faut une famille génératrice. Les familles libres les plus simples que je connaisse, c'est les familles qui sont constituées d'un seul vecteur. Et on sait que la condition pour qu'une famille constituée d'un vecteur soit libre, c'est que ce vecteur soit pas nul. Or, justement, comme E n'est pas réduit au vecteur nul, on sait qu'il existe un vecteur V appartenant à E tel que V est différent de 0. Donc déjà, dans un espace vectoriel qui n'est pas réduit au vecteur nul, je peux trouver un vecteur non nul. Donc je peux très bien prendre comme famille S la famille qui se réduit au vecteur V, qui est une famille libre, puisqu'une famille constituée d'un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur n'est pas nul. De plus, étant donné qu'on se place dans un espace vectoriel de dimension finie, ça c'est notre hypothèse, on peut donc dire qu'il existe une famille génératrice finie. Donc de plus, ça c'est notre hypothèse nécessaire à l'application de ce résultat, il existe une famille génératrice finie. Une famille génératrice finie de notre espace vectoriel E. Bon, on va l'appeler G par exemple. Je suis donc maintenant en mesure d'appliquer le théorème précédent. Avec le théorème de la base incomplète, je sais que je peux compléter cette famille libre à l'aide des vecteurs de G pour former une base de E. Donc on est bien en mesure d'appliquer le théorème de la base incomplète. On applique a priori le théorème étoile pour conclure. Donc on applique le théorème de la base incomplète, on va lui donner son nom quand même. On applique le théorème de la base incomplète pour conclure. On vient bien de construire une base de notre espace vectoriel. Elle sera bien formée d'un nombre fini de vecteurs, puisqu'on sait qu'on doit ajouter à la famille libre des vecteurs de G. Comme les vecteurs de G sont un nombre fini, la famille que j'obtiens, elle aura bien un nombre fini de vecteurs. Donc c'est une application directe de ce théorème dit de la base incomplète, et on voit exactement comment construire. Vous voyez, on ajoute des vecteurs à une famille libre en prenant des vecteurs d'une famille génératrice. Donc la notion de base en dimension finie, on voit bien qu'elle est au carrefour de ces deux notions. Et on va affiner encore, on va voir que ce carrefour, c'est toujours avec des familles qui ont le même nombre de vecteurs. Ça, c'est ce qu'il va falloir démontrer un peu plus finement. Dans le programme de PCSI et de MPSI d'ailleurs, il existe des versions allégées du théorème de la base incomplète qu'on a cité au-dessus. C'est le théorème dit de la base incomplète, il porte le même nom, et le théorème dit de la base extraite, pour bien identifier ce que l'on a au départ. Est-ce qu'on dispose d'une famille libre? Est-ce qu'on dispose d'une famille génératrice? Parce que très souvent, on aura soit l'une, soit l'autre. Donc ces théorèmes, ils sont reformulés dans ce contexte très légèrement particulier. Donc le premier, le théorème de la base incomplète, dit que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre de vecteurs de E, bien sûr, se complète en une base de E. Alors, la démonstration est immédiate. D'ailleurs, je vais juste la faire oralement en écrivant simplement l'essentiel. Si ma famille libre, je l'appelle L, donc j'ai une famille libre qui est formée de vecteurs de E, je sais que la famille, l'espace vectoriel E est de dimension finie, donc ça veut dire qu'on a une famille génératrice finie de E. G génératrice de E est finie. Génératrice, j'y tiens à ce T devant génératrice. Génératrice de E finie. Donc, étant donné qu'on a la donnée d'une famille libre et qu'on sait qu'il existe une famille génératrice de E qui est finie, on sait que de la famille génératrice G, on peut rajouter des vecteurs à la famille libre L pour obtenir une base de E, simplement en appliquant le théorème de la base incomplète. Donc là, on voit que partir d'une famille libre, eh bien, c'est possible de compléter cette famille pour obtenir une base de notre espace vectoriel E. Le procédé de complétion est probablement pas unique, donc quand on dit il existe une base, il existe des bases en fait, parce qu'on verra qu'on peut en construire énormément. Passons à la démonstration du théorème, cette fois-ci de la base extraite, qui nécessite une mise au point un tout petit peu particulière. Donc on a bien compris que l'objectif c'est de se ramener au théorème, le premier théorème qu'on a démontré, là, le procédé algorithmique, où on a une famille libre et une famille génératrice. Alors là j'ai une famille G qui est génératrice de E, donc de toute famille génératrice de E,
alors de toute famille génératrice finie de E, hein, puisqu'on est en dimension finie. Donc je me donne G, une famille génératrice finie. Famille génératrice finie. Pour obtenir une base, il suffit que je dispose d'une famille libre. Mais attention, je ne peux pas prendre n'importe quelle famille libre, puisque je veux extraire une base de cette famille génératrice. Donc si cette famille génératrice, ces vecteurs, je les écrive V1 jusqu'à VQ. Ça sera ma famille G. Je peux déjà attester que ces vecteurs-là ne sont pas tous nuls. Donc forcément, parmi cette famille, il existe forcément un indice qui est compris entre 1 et Q, tel que le vecteur VI est différent du vecteur nul. Alors pourquoi cela? Parce que si tous les vecteurs ici étaient nuls, l'espace vectoriel engendré par des vecteurs qui sont tous nuls, c'est le singleton vecteur nul, ce qui contredit le fait que les espaces vectoriels que je considère dans ce chapitre, c'est des espaces qui ne sont pas réduits à 0. Donc parmi ces vecteurs-là, il y a un vecteur qui n'est pas nul. Donc qui va jouer le rôle de ma famille libre? C'est la famille qui est constituée du vecteur VI. Alors là, j'applique le théorème de la base incomplète, le premier qu'on a démontré qui donne l'algorithme, en disant je peux ajouter des vecteurs de G à ma famille L pour obtenir une base de mon espace vectoriel. Donc cette base, elle sera constituée de quoi? De vecteurs de G en particulier, d'où l'idée que l'on peut extraire de cette famille génératrice une base. Effectivement, on va sélectionner un certain nombre de vecteurs de G pour obtenir une base de cet espace vectoriel. Donc on peut voir le problème des deux côtés. Une famille génératrice finie, on peut sélectionner des vecteurs de façon à obtenir une base, d'une part, et quand on a une famille libre, on peut toujours trouver des vecteurs dans E de façon à obtenir une base de notre espace vectoriel E. Donc on a le côté libre, on peut la compléter, génératrice, on peut sélectionner des vecteurs pour obtenir une base.